Vente de faux médicaments, vaccins et poches de sang vendus en pleine rue. Le phénomène prend de l'ampleur. Une conférence thématique est organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de préparer la riposte. L'Afrique du Sud quitte la Cour pénale internationale CPI. Le pays l'a notifié par écrit au secrétaire général de l'ONU. C'est arrivé le 21 octobre 1879. Thomas Edison invente l'ampoule à incandescence. Ce sera votre éphéméride du jour. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. C'est effrayant. De faux médicaments, des vaccins et même des poches de sang vendues en pleine rue. Le phénomène présente un grave danger pour la santé des populations. L'on enregistre 700 000 décès du fait de l'usage de ces faux médicaments. Une conférence thématique est organisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de préparer la riposte. Ami Sissoko. Les médicaments de la rue, moi, je ne suis pas pour. On trouve des problèmes souvent tels que les insuffisances rénales. J'ai eu un ami qui a été victime de ce problème-là. Il achetait dans les cas, tantôt quand il voyage. Ma mère, elle suivait des traitements, mais elle a allé payer des médicaments. Elle était hypertendue, mais ça a sauté au diabète. C'est parce que les médicaments qu'elle prenait dans la rue n'étaient pas convenables à ce que le médecin prescrivait. Insuffisance rénale, troubles cardiaques, perforation intestinale. Ce sont entre autres les conséquences des faux médicaments. Les faux médicaments, ce sont les médicaments qui ne passent pas par le circuit normal. Les médicaments qu'on vend dans la rue, qui rentrent de manière illicite, de manière frauduleuse. Il n'y a pas de signe vraiment distinctif, mais nous on le sait parce qu'on sait que ces médicaments n'ont pas d'autorisation pour être vendus. Chaque année, ce sont 700 000 décès qui sont enregistrés dans le monde selon l'OMS suite à l'usage des faux médicaments retrouvés très souvent dans la rue. La Côte d'Ivoire est également touchée par le phénomène de faux médicaments qui représentent 15 à 20% du marché pharmaceutique, ce qui occasionne une perte d'environ 50 milliards de francs CFA pour le secteur légal de distribution de médicaments. Une situation qui inquiète le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires tels que l'Union européenne, les ambassades de France et des États-Unis. Les médicaments vendus concernent toutes les classes thérapeutiques et toutes les formes galéniques, ainsi que des produits de la chaîne du froid, malheureusement, notamment les vaccins et même les poches de sang. Les conséquences sanitaires de la consommation de ces médicaments sont bien sûr dramatiques. Ce sont au plan sanitaire l'augmentation des taux de morbidité et de mortalité, l'apparition des phénomènes de chimiorésistance, de certaines pathologies et de leur aggravation. Pour marquer sa détermination à lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend des mesures. Nous avons obtenu des mini-laboratoires pour la détection des faux médicaments. Cela va bien sûr nous aider. Ces actions que nous menons, si ces actions ne sont pas coordonnées avec la CEDEAO, avec la sous-région, c'est sûr que nous ne pourrons pas réussir, parce que ce sont des entrées à travers les frontières. Bientôt la fin des faux médicaments, une équation encore difficile à résoudre. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'alternative reste la vulgarisation des médicaments génériques. Alors, d'ici fin 2017, 2 unités de fabrication de médicaments seront implantées en Côte d'Ivoire. Justement, sur le continent africain, un traitement contre le paludisme est 1 fois sur 3 un faux médicament. Des estimations issues de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le paludisme qui tue notamment 63 000 enfants chaque année. Le programme national de lutte contre le paludisme a lancé une campagne de démoustication depuis le 18 octobre dernier. Les gîtes larvaires dans le viseur des agents de santé. Delphine Blas. Ce n'est pas un dépotoir. C'est un caniveau à proximité des habitations. En plus des mauvaises odeurs qu'il propage, il est un véritable danger public. Nous sommes responsables de la multiplication des moustiques chez nous. Parce que quand nous avons une boîte de conserve devant notre maison avec de l'eau, on pense que c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça ne nous sert pas. Mais nous sommes en danger avec les boîtes de conserve remplies d'eau. C'est un lieu dans lequel le moustique va pondre les œufs. Et ces œufs-là vont devenir des moustiques plus tard. Même le pot de fleurs que nous avons dans notre maison, que nous arrosons chaque matin, il y a de l'eau dans ces pots de fleurs.
Et dans ce pot de fleurs-là, ce lieu devient aussi un lieu de reproduction des moustiques. Donc nous-mêmes, nous sommes responsables de la multiplication des moustiques. Retenue d'eau sale, boîtes de conserve, vieilles bouteilles et pneus usés, tous des sources du paludisme. Malheureusement, on peut en compter des centaines, voire des milliers dans la seule ville d'Abidjan. Avec la campagne de démoustication, le ministère de la Santé, à travers le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, entend s'attaquer à la racine de ce problème de santé publique. La reconnaissance et la destruction des gîtes larvaires. Cela va nous permettre d'éliminer les enfants de moustiques, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça dit, ces larves-là, on va les empêcher de devenir des moustiques adultes. Et donc, une fois qu'on fait la destruction physique des gîtes larvaires et qu'on l'a fait reconnaître à cette population, ces gîtes larvaires, nous allons compléter cette activité par la fumigation. S'attaquer à la racine du mal, mais avec l'implication des populations. D'où cette cérémonie d'information et de sensibilisation des leaders communautaires ici dans la commune de Makori. En Côte d'Ivoire, sur 100 personnes qui se rendent à l'hôpital, 43 y vont à cause du paludisme. Voilà tout l'enjeu de cette campagne de démoustication lancée depuis le 18 octobre et qui prendra fin le 29 novembre. Pour cette année, ce sont les communes de Makori, de Port-Boué, de Koumassi et de Trècheville qui sont concernées. Tout à fait autre chose, la recherche archéologique en Côte d'Ivoire à 100 ans. Une exposition pour marquer cette longévité. L'événement se tient au Palais de la Culture. La Côte d'Ivoire veut aussi marquer son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel. Franck Quadio. Les pierres sculptées de Goïtafla, des vestiges portant des traits humains taillés dans la pierre latéritique, des fragments de récipients et bien d'autres traces nourrissant le patrimoine archéologique national exposé au Palais de la Culture, une mine d'informations appréciée par ses étudiants. Avec cette exposition, on comprend déjà l'origine, l'organisation sociale des peuples en Côte d'Ivoire. 100 ans de recherche archéologique de Côte d'Ivoire, il s'agit pour le ministère de la Culture et celui de l'enseignement supérieur de montrer l'importance des recherches archéologiques réalisées pendant plus de 100 ans et évaluer leur impact sur le développement économique et culturel. L'idée pour nous, chercheurs, et pour le ministère de la Culture est de faire connaître l'archéologie et d'amener le pouvoir public à prendre en compte l'archéologie dans les stratégies de développement local, régional et national. Notre archéologie a besoin d'être promue. Elle devra pouvoir jouer pleinement son rôle dans le processus de développement de notre pays à travers les études scientifiques, la valorisation et la sauvegarde. Des vestiges et matériaux anciens peu connus. Il s'agit pour l'État de vulgariser la recherche, volonté exprimée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Donc la culture et la francophonie a porté une attention toute particulière à cette problématique, de même qu'à celle de la nécessaire préservation des découvertes enregistrées, afin de faire des propositions au gouvernement à cet égard. Il faut, quand on a trouvé quelque chose, qu'on puisse le faire savoir, parce que très peu de nos nationaux savent qu'il y a des choses qui datent de la préhistoire et quelquefois même bien avant. Donc il faut vraiment qu'on y travaille, qu'on le montre. Notons qu'en Côte d'Ivoire, les premières recherches archéologiques ont été entreprises par les chercheurs occidentaux de l'AOF. Aujourd'hui, avec la création de l'Institut des sciences anthropologiques de développement, ISAD en 2001, un nouveau dynamisme est sollicité pour le développement de la recherche. On l'appelle affectueusement Totorino le samouraï. David Taïro célèbre ses 30 ans de carrière dans la musique. Connu pour ses talents d'arrangeur et aussi de chanteur, l'artiste donnera un concert demain pour communier avec ses mélomanes. Le reportage d'Issaïo. Taïro est son David, connu sous le pseudonyme de David Taïro, est une figure bien connue dans le milieu de la musique ivoirienne. Arrangeur, chanteur, compositeur, producteur, distributeur et acteur de cinéma, son histoire musicale se confond avec celle du groupe Weya.
M. François Cognan, quand il a eu en tête de monter son groupe professionnel de musique, il a ajouté le concept de paysan musicien. Et son père nous a donné des terres. Et donc, outre la musique, nous faisions l'agriculture. Comme tous les jeunes de son époque, David Taïro a bravé l'autorité des parents pour s'adonner à sa passion. Dans les années 80, la pensée des parents est très négative par rapport à la décision d'un de leurs enfants de faire la musique. Donc moi, je n'y ai pas échappé. Et mes parents se sont opposés. Il y a eu le clash. Un clash certainement qui lui a permis de se forger une personnalité en 30 ans de carrière. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, alors là, pas du tout, parce que je suis l'un des hommes les plus heureux de la Terre, parce que je fais le métier dont j'ai toujours rêvé. C'est un long parcours, 30 ans, c'est pas évident. 8 albums solo et 6 avec le groupe Ouya, c'est la moisson de l'artiste David Taïro qui célèbre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville le 30e anniversaire de sa carrière musicale. Et de deux, après le Burundi, l'Afrique du Sud quitte la CPI. Le pays l'a notifié par écrit au secrétaire général de l'ONU à l'origine du divorce. La vive polémique intervenue l'an dernier suite au refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. Christelle Nda et Franck Kouadio. Du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Un courrier a été adressé à cet effet au secrétaire général de l'ONU. Le pays n'est pas le seul à vouloir sortir du statut de Rome. Le Burundi a déjà une longueur d'avance. Mercredi 12 octobre, le Parlement burundais a approuvé un projet de loi prévoyant son retrait de la CPI. Cependant, les raisons du retrait des deux pays diffèrent. Pour l'Afrique du Sud, la décision est motivée par la vive polémique intervenue l'année dernière à la suite du refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir recherché par la CPI. Une décision qui devra être adoptée par le Parlement sud-africain. L'Afrique du Sud veut se sentir libre d'honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique. Quant au Burundi, sa décision de ne plus faire partie de la CPI fait suite à une enquête diligentée par l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a même promulgué le mardi dernier la loi autorisant le pays à se retirer de la CPI. Toutefois, ce retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par la CPI et n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires en cours. Sachez que la Cour pénale internationale est le premier tribunal permanent chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Le statut de Rome a été ratifié par 124 États dans le monde. Et depuis sa création, la CPI a ouvert une procédure d'enquête dans 8 pays africains. La RDC, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la Libye, la Centrafrique et le Mali. Vous l'avez sans doute rectifié, le reportage était plutôt de Ami Koulibaly Kanga. Le monde serait toujours dans l'obscurité sans lui. Thomas Edison, c'est de lui qu'il s'agit ce soir. L'ampoule à incandescence, c'est lui qui l'a inventée. C'était le 21 octobre 1879. Le lendemain, il faisait breveter son invention. On doit également à ce scientifique américain plus de 1000 autres inventions, dont le phonographe. C'est arrivé un 21 octobre. C'est votre éphéméride avec Franck Kouadio. Quand on parle de persévérance, l'Américain Thomas Edison est un exemple illustratif. Après moult essais traduisant sa détermination, il réussit à produire un éclairage durable en faisant passer de l'électricité à travers un filament de carbone dans une ampoule vide. L'expérience durera 40 heures et va soulever l'enthousiasme aux États-Unis. Edison et l'ampoule électrique, l'invention voit le jour le 21 octobre 1879. L'homme, Thomas Edison, tout jeune déjà, multipliait les expériences scientifiques. À 22 ans, il vend son premier brevet et reçoit $40 000. Son invention permettait la transmission via une machine des cours de la bourse. En 1877, il invente le phonographe avec un cylindre tournant sur lequel est enregistrée la voix humaine. Après l'invention de l'ampoule, il baigne dans le succès. Il va s'installer même à New York et va y promouvoir un générateur de courant
alimentant les ampoules qu'il vendra à la municipalité. Edison va cumuler un total de 1093 brevets d'invention. Entre autres inventions, le kinétoscope qui sera supplanté par le cinématographe des frères Lumière. Cet inventeur de génie va mourir en pleine gloire le 18 octobre 1931 à West Orange. 3 jours plus tard, en signe d'hommage, les États-Unis seront plongés pendant 1 minute dans l'obscurité la plus totale. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.